Le chef du gouvernement est au Brésil. Dr Choguel Kokala-Maïga prendra part dimanche à l'investiture du président Lula da Silva. Cette visite est aussi l'occasion pour le Mali de renforcer son partenariat avec le Brésil. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture et la sécurité. Les conducteurs d'engins à deux roues ont reçu ce jeudi des casques. La distribution gratuite s'est faite à la montée du pont FAD du côté de la cité ministérielle. Le ministère en charge des Transports et l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER continuent ainsi la sensibilisation des Maliens au port du casque. Demain, c'est le 31 décembre. Le monde entier célèbre avec faste cette journée qui met fin à l'année qui court. Cette année, pas d'affluence au niveau des marchés. Côté embellissement de la capitale, la tradition est respectée. Bamako fait peau neuve et à Tombouctou, les autorités lancent l'opération Iskané, autrement dit, quiétude et assurance, en Sorail pour permettre à la population de passer la fête de façon sereine. Maître Jean-Claude Sidibé est le tout nouveau président de la Fédération malienne de basketball. À l'issue du 9e Conseil national de la Fédération, il a été élu à la tête de l'institution. Il la dirigera pendant les 4 prochaines années. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le Premier ministre est aujourd'hui arrivé à Brasilia, où il représentera dimanche le chef de l'État à l'investiture du président Lula da Silva. Cette visite du chef du gouvernement est aussi l'occasion de renforcer la coopération entre le Mali et le Brésil. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines, notamment agricoles et sécuritaires. Ibrahima Traoré et Adama Camara sont nos envoyés spéciaux à Brasilia. Le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation, entame une visite d'amitié de travail de 4 jours à Brasilia. Arrivé ce vendredi dans la capitale brésilienne, c'est un agenda hyper chargé qui attend Dr Choguel Kokala-Maïga. D'abord, le chef du gouvernement représente le président de la transition dimanche à l'investiture de Lula da Silva. Lula da Silva qui débute un 3e mandat après avoir gouverné le pays de 2003 à 2010. C'est aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de réchauffer la coopération entre le Mali et le Brésil. Une relation qui se porte déjà bien selon le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Cette réponse favorable du président de la transition aux autorités brésiliennes s'inscrit aussi dans le cadre de relations historiques très fortes entre le Brésil et le Mali, qui entretiennent déjà une relation de coopération suite à un accord signé entre nos deux pays depuis 1981. Et c'est sous le magistère du président Lula qu'on a vu les relations se renforcer entre le Brésil et l'Afrique. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'en 2008, les deux pays ont signé un accord pour établir une commission mixte, mais aussi pour avoir un accord de coopération culturelle, scientifique et technique. C'est suite à cela que les deux pays ont aussi, en 2008, décidé d'ouvrir des ambassades. Et en 2010, l'ouverture de l'ambassade du Mali à Brasilia comme de l'ambassade du Brésil à Bamako. Il y a beaucoup de possibilités de coopération avec le Brésil dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des mines. Mais aussi, vous savez que le Brésil est un pays important sur les questions aussi d'environnement et même sur les questions de sécurité. Vous savez qu'il y a des aéronefs vraiment de grande classe qui sont produits. Donc, c'est dire que la coopération entre le Brésil et le Mali sur le plan bilatéral se porte bien et nous espérons que cette présence d'une forte délégation malienne va permettre de renforcer cette coopération. Le Brésil est aussi membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tous ces éléments plaident en faveur d'un renforcement de la coopération. Nous avons espoir que ce 3e mandat du président Lula sera encore une fois l'occasion de renforcer la relation avec l'Afrique pour faire mieux entendre nos préoccupations et d'une relation bilatérale plus forte. Bamako entend particulièrement développer sa coopération avec Brasilia dans le domaine agricole. Le ministre en charge de la question est présent pour rencontrer différents acteurs et partenaires évoluant dans le secteur. Je suis là pour dynamiser ces relations, notamment dans le cadre des questions de semences, parce que vous savez, les semences représentent plus de 40% de la réussite de l'agriculture. Quand on a des semences de qualité, cela veut dire que le rendement agricole va être très élevé. Aussi, dans le cadre de la génétique,
Nous avons des animaux, on a un effectif très important, mais le rendement de nos animaux reste un peu faible. Donc la génétique permet d'améliorer la race de nos animaux en vue de pouvoir développer notre exploitation. Il en est de même que dans le domaine de la production laitière, dans le domaine de l'alimentation. Parce que vous savez, on a un effectif important, mais nous rencontrons beaucoup de difficultés pour nourrir nos animaux. Et le développement du secteur de l'alimentation chez nous, dans le cadre du partenariat avec le Brésil, pourrait nous aider à fixer nos éleveurs. Et les périodes de soudure permettent à notre pays d'accéder à la viande pendant cette période. Ce déplacement du Premier ministre sera également marqué par une série de rencontres bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement attendus à l'investiture du président Lula da Silva. Il a aussi prévu une rencontre avec des Maliens établis au Brésil. Des kits alimentaires et des motos tricycles pour les personnes vivant avec un handicap de la région du Sikasso. La délégation de la conseillère spéciale du président de la transition poursuit ainsi ses activités dans le cadre des œuvres sociales. Ba Traoré et Idrissa Traoré, de retour du Sikasso, nous donnent plus de précisions. Après Douila et San, c'est au tour de Sikasso de recevoir l'appui du président de la transition dans le cadre des œuvres sociales. 100 kits alimentaires comprenant 50 kg de riz, 50 kg de sucre, 20 litres d'huile alimentaire sont distribués à 100 ménages. 15 personnes à mobilité difficile reçoivent une moto tricycle. Mais au-delà de tout cet appui, le président de la transition va plus loin dans sa volonté d'autonomisation des personnes vivant avec handicap. C'est bon de leur donner quelque chose, mais c'est encore mieux si ils peuvent être indépendants. Donc ces kits de transformation, avec tout le nécessaire qu'il y a, c'est pour les aider à faire des activités génératrices d'argent, pour qu'elles-mêmes puissent survenir à leurs besoins, s'aider et aider leur famille. Des dispositions sont prises par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour renforcer les capacités des bénéficiaires dans les domaines concernés. Nous sommes à Sikasso pour la remise de matériel de transformation alimentaire. Nous sommes là pour les apprentissages des matériels, tels que les sauceurs pour sécher les légumes, aussi des kits le matériel de transformation des pâtes d'arachide. Nous sommes là, les initiés à la saponification, au séchage des agroalimentaires et à la fabrication de la pâte d'arachide. On est venu avec les kits, on est venu aussi avec les matières premières. Et nous, on est venu pour les former aussi. À Sikasso, ces gestes du président de la transition suscitent de l'espoir chez les bénéficiaires qui ne cachent pas leur reconnaissance. Au nom de toutes les personnes handicapées de la région de Sikasso, je voudrais ici exprimer mon sentiment de joie. Je voudrais aussi remercier très sincèrement du fond du cœur toutes les autorités du pays, en particulier le président Assimi Goïta, qui n'a cessé d'œuvrer pour la bonne marche de ce pays. Nous nous réjouissons beaucoup de recevoir des dons d'une telle envergure, synonyme de cohésion et de l'unité nationale autour de notre patrie, le Mali. Par la même occasion, nous exhortons les différents bénéficiaires d'en faire un usage rationnel. Un tableau confectionné par un des bénéficiaires et une lettre de remerciement sont destinés au président de la transition. C'est parti pour l'opération Iskané, autrement dit, qui est des assurances en Sorail dans la ville de Tombouctou en cette veille de fin d'année. L'initiative est du chef de l'exécutif régional qui souhaite créer un cadre de convivialité et d'ambiance pour les populations. Des blindés dans les périphéries et autres engins légers circulent dans toute la ville. L'opération doit durer une semaine et rassemble toutes les unités de la 5e région militaire. Reportage Yaya Tandina. On lève le doigt. Est-ce que ça va? Consigne spéciale, mot d'ordre et déploiement sur le terrain sont entre autres les objectifs de ce rassemblement au camp Force Cheikh Sidi El Bekkay de Tombouctou. Il s'agit là d'une opération d'envergure de sécurisation par les forces armées et de sécurité. Toutes les unités ont été déployées, de la gendarmerie en passant par la police, la garde républicaine et la protection civile en cette veille de fin d'année.
Cette opération dénommée Iskane consiste à sécuriser les populations pendant ces fêtes de fin d'année. Il s'agit concrètement de multiplier les patrouilles de proximité, de multiplier les patrouilles de moyenne et de longue portée, en mettant un accent particulier sur les axes routiers, les agglomérations et les zones de regroupement. C'est un effectif conséquent au moral bon, avec l'ensemble des moyens logistiques, des armes légères comme des armes de guerre, qui assurent pendant une semaine, à savoir du 29 décembre au 5 janvier 2023, la quiétude des populations. À partir de ce soir jusqu'au 31 décembre, jour suivant, nous serons en charge de cette population et surtout ça nous a été instruit par le commissaire divisionnaire Babou Kantan qu'il souhaiterait que la ville de Tombouctou, la population de la ville de Tombouctou fête dans la tranquillité, sans quiétude, sans discrimination des races. Quant aux populations dont le soutien est croissant et toujours appréciable, nous leur demandons plus de vigilance, nous leur demandons plus de prudence et plus de coopération, et tout en leur souhaitant une très bonne et merveilleuse année 2023. Nous sommes ici au rond-point Bahadou, un carrefour bien animé. La fouille est minutieuse, sans état d'âme et dans le plus grand respect des citoyens et des forces de sécurité. À présent, un communiqué du président par intérim de la Cour d'appel de Bamako, décortiqué ici par Garibou Pérou. Le procureur général près la Cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que la Cour d'assises de Bamako, en son unique session ordinaire de l'année judiciaire 2021-2022, se tenant à son siège ici à la Cour d'appel de Bamako, a rendu au cours de son audience des 29 et 30 décembre 2022 dans l'affaire ministère public contre Kwasi Sani Adam et 48 autres, 2 arrêts numéro 201 et 202, tous en date du 30 décembre 2022. Par le premier arrêt, la Cour d'assises est entrée en voie de condamnation contre les 46 accusés comparant dont liste nominative figurant au 10 arrêts par les prononcer à leur encontre de la peine de 20 ans de réclusion criminelle et celle de 2 millions d'amendes chacun, du chef des crimes d'attentat et complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre, ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Elle a en outre ordonné la confiscation des armes ayant servi à la commission des infractions retenues à la charge des accusés. Par le second arrêt, la Cour est également entrée en voie de condamnation par contumace contre les 3 accusés non comparants dont liste nominative figurant également au 10 arrêt par les prononcer à leur encontre de la peine de mort et celle de 10 millions d'amendes chacune du chef des mêmes infractions retenues à la charge de leurs co-accusés comparants. Enfin, la Cour, par l'arrêt civil numéro 203 en date du 30 décembre 2022, recevant la constitution des parties civiles de l'État du Mali, a condamné l'ensemble des accusés à lui payer le franc symbolique. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté plaide pour une loi en faveur de la protection des lanceurs d'alerte et des journalistes d'investigation. Pour faire aboutir cette ambition, les membres de la coalition ont visé la commission des lois du CNT. Il s'agit de sensibiliser les membres de la commission. Alou Sénoutri. Cette rencontre avec les membres de la commission loi du CNT a enregistré également la présence des membres d'autres commissions du CNT. Elle vise l'information et la sensibilisation des membres de cette instance en vue de leur faire prendre des initiatives de loi protégeant les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. Les lanceurs d'alerte et journalistes d'investigation jouent un rôle primordial dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et l'impunité. Ils contribuent à la protection des investissements publics, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'immobilier, etc. et encouragent la création d'emplois. Ils luttent contre les inégalités sociales en améliorant l'accès aux services sociaux de base et favorisent le développement d'entreprises. Aussi, les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte et les dispositifs de lancement d'alerte constituent un moyen efficace pour détecter les fraudes. L'initiative a été bien accueillie au sein du Conseil national de transition, du moins de sa composante loi. Vous avez dit que c'est un plaidoyer que vous faites pour l'adoption d'une loi visant à protéger
ces lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation. Une très bonne chose parce qu'évidemment, si on ne les protège pas, peut-être qu'il faudra faire en sorte qu'ils ne soient pas non plus intimidés. Parce que face aux intimidations, face aux menaces, notre commission reste toujours interpellée parce que c'est la commission également qui est saisie des questions des droits de l'homme. Donc pour toutes ces raisons, bien sûr, nous comprenons cette démarche, nous adhérons à cette démarche. Un lot de support a été remis aux participants afin qu'ils puissent mieux s'outiller sur le sujet. Les acteurs en charge de la gestion des ressources humaines réunis à Bamako au menu des échanges, la validation du rapport d'étude sur la création des bureaux régionaux des ressources humaines. Plus de détails avec Sokona Kamisoko. C'est un document majeur passé à la loupe par les acteurs en charge des ressources humaines. Il s'agit du rapport d'étude sur la création des bureaux régionaux des ressources humaines. La finalité de l'exercice est de valider ce rapport avant son opérationnalisation. C'est dans le cadre du parachèvement du processus de réforme des ressources humaines que le PDI deuxième génération a prévu la création des bureaux régionaux des ressources humaines. Cette nouvelle création devrait servir de relais pour la gestion des ressources humaines au niveau déconcentré dans un environnement institutionnel marqué par la mise en place en cours du système intégré de gestion des ressources humaines. Les bureaux régionaux des ressources humaines peuvent également servir de mission d'appui conseil auprès des collectivités décentralisées. L'opérationnalisation doit permettre de relever les défis tels que la déconcentration de la gestion des ressources humaines et la mise en place des stratégies et outils relatifs à la question. Le présent atelier qui nous réunit constitue une étape importante du processus de déconcentration des structures de gestion des ressources humaines. Dans le même temps, il nous offre l'occasion d'aborder des questions essentielles pour la mise en place d'une politique cohérente et de stratégie de développement des ressources humaines. Après sa validation, le rapport d'étude sur la création du bureau régional des ressources humaines sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Pour la réussite de cette phase, le ministère en charge de la fonction publique sera un acteur de premier plan. Clôture de la formation de 10 jours de renforcement des capacités des femmes du camp sur les techniques de l'agroalimentaire et de la restauration. La formation a coûté plus de 10 millions de francs CFA. Compte rendu, Salif Oudraogo. Elles sont une centaine de femmes heureuses de recevoir leur attestation de fin de formation de 10 jours d'intense activité. Les femmes du camp ont appris les connaissances nécessaires aux techniques de restauration, de transformation et de conditionnement des céréales sèches, fruits et légumes. Tout ce qu'on cultive au Mali, on peut le transformer. On est fiers et on est fiers de nos gouvernements qui ont pensé à nous. Ces sciences pratiques sont le fruit du partenariat entre les ministres en charge de la Défense et celui de la formation professionnelle à travers le FAFPA. Par votre engagement personnel, vous contribuez grandement à améliorer la qualité de vie et à assurer les pensionnaires de nos casernes, en l'occurrence les couches vulnérables, qui sont les femmes, les veuves et les orphelins des militaires. Je demeure convaincu par l'engouement suscité que les bénéficiaires en tireront le meilleur parti. Aussi, j'exhorte les bénéficiaires à s'approprier davantage des acquis pour préserver des emplois et en créer d'autres, tout en faisant des émules. Cette formation est un cadeau du ministre de la Défense et des anciens combattants aux femmes du camp pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Cette formation au profit des femmes des camps et leurs familles est un témoignage qui prouve que le Mali n'abandonnerait pas ses filles et ses fils. C'est aussi la preuve que le Mali compte sur toutes ses filles et tous ses fils pour le développement socio-économique du Mali. C'est ensemble que nous allons réussir à stabiliser et à développer le Mali. Les récipiendaires ont pris l'engagement de transmettre leurs connaissances acquises aux futures générations pour le bien-être de leurs familles respectives et du peuple malien.
Les enfants orphelins des militaires viennent de recevoir des vélos. Le don est de l'association Mali-Chine à travers la direction du service social des armées. Reportage Barakissa Ouattara et Aboukouné. 21 vélos tout neufs destinés aux orphelins des militaires tombés sur le champ de l'honneur. L'acte altruiste est de l'association Mali-Chine en guise de cadeau de fin d'année. Il faut quelque chose qui puisse amener les enfants à se retrouver, à oublier le passé. Nous, notre devoir, c'est quoi? C'est rendre la gaieté et aussi d'effacer ce qui est du mauvais. La direction du service social des armées, qui œuvre dans le même sens, espère sur d'autres bonnes volontés pour pérenniser ses actions en faveur des orphelins des forces armées et de sécurité. Comme le disait bien le pape François, de notre don peuvent surgir la vie et le salut des autres, malades et souffrants, en renforçant ainsi une culture de l'aide, du don, de l'espérance et de la vie. La société a besoin de ces gestes concrets d'amour généreux pour faire comprendre que la vie est sacrée. Pour dire, Monsieur le Président de l'association Mali-Chine, Monsieur Traoré, qu'en faisant cette donation de vélos gratuitement, vous offrez l'opportunité aux enfants vulnérables d'avoir la mobilité pour se rendre à leur école ou dans leur lieu d'activité à l'air. Avec ces cadeaux, les heureux bénéficiaires sont certains de passer une belle fin d'année. Je suis contente de recevoir le vélo. Le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics a tenu sous la présidence du ministre des Transports et des Infrastructures la 28e session de son conseil d'administration. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics a subi des conséquences dues à la pandémie de Covid-19 et autres situations du pays telles l'embargo. Aucune étude routière n'a été possible et même le recouvrement des créances était à compte-gouttes. Parmi les activités programmées en contrôle de qualité des travaux routiers et en étude de sol de fondation, aucune de ces activités n'a pu être réalisée. Pour faire face à ces difficultés, le Centre compte faire adopter au cours de l'année 2023, la relecture des textes de création du Centre national en y instituant une redevance et recherche au profit du Centre. C'est dans un contexte particulier que se tient cette session du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Il a donc besoin de relire ces textes. La présente session budgétaire se tient dans un contexte où les besoins de restructuration du centre se fait sentir ardemment. En effet, les textes du CNREX BTP nécessitent une relecture pour lui permettre d'optimiser les ressources humaines, matérielles et financières et de réaliser efficacement la mission qui lui est assignée de promouvoir la recherche dans les domaines des bâtiments et travaux publics. En dépit de ces situations, le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics compte aborder la nouvelle saison avec plus d'engagement, l'adoption des textes régissant la cession des services rendus et l'acquisition d'équipements techniques des laboratoires modernes performants. L'agence du bassin du fleuve Niger a tenu ce jeudi la 20e session de son conseil d'administration. Le projet de budget 2023 s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. Sierra Konaté nous donne les détails. La protection du fleuve Niger qui traverse le Mali sur 1700 km et qui fait vivre 85% de la population, l'amélioration de sa navigabilité, la réhabilitation des quais et d'autres ouvrages sont entre autres activités majeures réalisées par l'agence du bassin du fleuve Niger au cours de l'exercice 2022. C'est ce qui ressort du rapport d'activité que le directeur général de l'ABFN soumet à l'appréciation des administrateurs réunis à la faveur de leur 20e session. Nous avons pu opérer 18 missions de surveillance par rapport à la pollution, par rapport aux agressions que les gens apportent au fleuve. Nous avons pu conduire ce sentier à terme, là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pour ça que je suis plus fier de ce bâtiment que toutes les autres actions que j'ai pu mener par le financement extérieur. Actions qui portent sur l'appui aux communautés rurales des cercles de Masséna, de Ségou, et à travers des petits projets. Et la matérialisation du chenal navigable de tout le delta intérieur, c'est-à-dire depuis Masséna jusqu'à la sortie du Débou. Nous avons démarré des travaux majeurs
dans la zone de Dioro qui coûte près de 1 milliard de francs CFA. L'ABFN a initié des micro-projets pour 1060 bénéficiaires, dont 650 femmes. Cela malgré les restrictions, les gels des dotations budgétaires, la suspension des décaissements du financement extérieur. Et résultat, sur une prévision budgétaire de plus de 6 milliards 758 millions de francs CFA, l'agence n'a pu mobiliser que 2 milliards 459 millions, soit un taux d'exécution de 36,39%, d'où la conviction des administrateurs qu'il faut améliorer la dotation budgétaire pour les programmes d'activité 2023. Cette faible mobilisation des ressources, surtout internes, illustre à elle seule les difficultés de notre agence. Toute chose qui me fait dire que la gestion du fleuve Niger n'est pas une traversée tranquille. C'est pourquoi nous devrons être imaginatifs pour trouver une solution à la lancinante question des ressources propres au profit de notre agence qui est de plus en plus fortement sollicitée. Les projets de budget 2023 de l'ABFN se chiffrent à plus de 6 milliards 49 millions, soit une diminution de 10,49% par rapport à celui de l'exercice précédent. L'agence compte poursuivre la mise en œuvre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, organiser un colloque international sur le bassin du fleuve Niger et une table ronde sur le financement du programme national de sauvegarde de ces cours d'eau. Pose de la première pierre des logements sociaux des travailleurs du PMU Mali. C'était cet après-midi à Samancourt, dans la commune rurale du Mandi. 100 logements sont prévus pour ce projet mis en œuvre par Sélection Imo Mali. Nyanyalou Traoré, Tayeb Adjaouyakoui. Offrir à chaque Malien un logement décent, c'est l'un des vœux les plus ardents des autorités de la transition. Oui, dans exactement 12 mois, ce souhait sera réalisé par le PMU Mali par la pose de la première pierre de la centaine de logements au coût et conditions d'acquisition très abordables pour ces travailleurs. Le comité syndical et l'ensemble du personnel du PMU Mali remercient la direction générale sous la houlette de M. Fasseri Doumbia qui s'est pleinement investi pour la réalisation de ce projet titanesque. C'est la commune rurale du Mandé, précisément le village de Samanko, qui abritera la cité PMU. Un projet de plus de 2 milliards de francs CFA, financé sur fonds propres, avec une subvention de 30% de PMU Mali et une prise en charge des bénéficiaires à hauteur de 70%. La maîtrise d'ouvrage est malienne et sera assurée par la société Sélection Imo. Les présents travaux de construction de 100 logements économiques améliorés de type F3 et F4 en dalles et de viabilisation du site se déclinent comme suite. 70 logements de type F3 en dalles, 30 logements de type F4 en dalles. Ainsi, chaque logement sera bâti sur une parcelle de 300 m², viabilisé, doté de voiries et drainage, d'accès à l'électricité et à l'eau potable, y compris l'éclairage public de sécurité. Le rôle de l'État dans un pays, c'est de créer un cadre, le cadre juridique et le cadre physique. Le fait que PMU a engagé un Malien ne peut que nous réjouir. D'abord, non seulement parce que nous avons des Maliens aujourd'hui qui ont la capacité de faire ce genre de travail, mais également nous avons des Maliens qui, en travaillant, vont contribuer avec les salaires qu'ils payent, les impôts que nous prélevons et tout ce qu'ils créent autour d'eux puisse se relancer. Le directeur général de PMU Mali a mis en avant le tandem ministère de tutelle et sa structure. Fasseri Doumbia a fortement remercié le ministre Alousseini Sanou pour ses suggestions et accompagnements dans le cadre de l'aboutissement du dit projet. Ce 30 décembre 2022, nous venons d'écrire une autre page de l'histoire de PMU Mali et qui sera gravée à jamais dans la mémoire de plusieurs générations. Par cet acte, nous serons des exemples de cohésion, de vivre ensemble et de solidarité pour beaucoup d'autres entreprises du Mali. Le président de la transition a toujours dit qu'il faut que tout ce que nous faisons puisse impacter la vie de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, PMU vient de donner un exemple en s'engageant dans un projet immobilier qui va coûter 2 milliards et quelques. PMU est un service qui joue un rôle important dans le développement économique de ce pays. PMU emploie plus de 2000 agents. Au-delà de ça, PMU contribue pour plus de 12 milliards au trésor. Donc ce que PMU vient de faire va également contribuer
à créer autour de cet espace beaucoup d'activités génératrices de revenus. Ça va créer beaucoup d'émulation et j'espère très sincèrement que d'autres services vont essayer de suivre PMU dans ce sens. Le maire de la commune et le chef de village de Samanko ont déjà souhaité la bienvenue à leurs futurs voisins. Ils ont par ailleurs exhorté Sélection IMO à employer la main-d'œuvre locale qui regorge de jeunes professionnels du domaine des BTP. En 4e région, l'Office du Niger a tenu la 51e session de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné entre autres les bilans de la campagne agricole 2021-2022. Au titre de cette campagne, l'Office enregistre une production de plus de 771 000 tonnes de riz paddy au Artem Ségou Kandesila. Cette 51e session du conseil d'administration de l'Office du Niger se tient dans un contexte difficile. Malgré tout, le bilan de la campagne agricole 2021-2022 présenté s'élève à plus de 771 000 tonnes de riz paddy. Et pour la campagne à venir, plus de 915 000 tonnes sont annoncées. La saison d'hivernage de cette campagne s'est déroulée dans une relative accalmie sécuritaire grâce à l'implication des plus hautes autorités de la transition. En effet, à la faveur de l'audience que le chef d'État nous a accordée en juin 2022, le souci sécuritaire en zone office du Niger a été porté à sa haute attention. L'effet immédiat fut un déploiement important des forces armées avec des patrouilles régulières et l'installation de bases permanentes dans certaines zones de production. C'est donc le lieu pour nous d'adresser nos sincères remerciements à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, pour la montée en puissance du dispositif de sécurisation de la zone office du Niger. Pour 2023, le budget soumis reste conforme aux ambitions de l'Office du Niger. Le projet de budget 2023 soumis à votre examen est élaboré sur l'hypothèse de la continuité de la politique de développement de l'Office du Niger pour assurer la sécurité alimentaire des populations, réduire la pauvreté et créer des emplois à travers le développement de l'agro-industrie. Il est équilibré en employant en ressources à 31 milliards 928 millions contre 34 milliards 459 millions en 2022, soit une diminution de 7,35% qui s'explique par la baisse, voire la fin des activités de certains projets d'aménagement selon leur planning d'exécution en 2023. Les notes d'espoir soulignées et saluées par Abdelkarim Konaté sont les efforts de sécurisation en cours qui ont permis le démarrage de certains travaux, dont le projet Ndembo 4, financé à hauteur de 26 milliards de francs CFA et l'allocation par l'État de 3,5 milliards de francs CFA, issus d'une réaffectation de différents fonds du secteur du développement rural pour la réalisation des travaux d'entretien urgent du barrage de Markala. Distribution gratuite de casques aux conducteurs d'engins à 2 roues, une initiative du ministère des Transports et des Infrastructures à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. L'initiative consiste à davantage sensibiliser les usagers de la route au port du casque. Reportage Saloum Konasti. C'est dans le but de réduire la catastrophe routière et assurer la protection des usagers, précisément les conducteurs des engins à 2 roues, que l'ANASER, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures, procède à la distribution gratuite des casques. Selon des statistiques, les jeunes sont victimes d'accidents de la circulation dans des proportions qui sont passées de 39% en 2009 à 71% en 2021, d'où cette distribution gratuite des casques. Je suis vraiment content d'avoir ces casques. Je les porterai. Je remercie les autorités du pays. Le ministre de la Jeunesse ainsi que le directeur général de la police ont appelé la jeunesse au respect des consignes données par les autorités. Consignes qui ne font que davantage assurer la sécurité des usagers. Le casque est le moyen le plus sûr de protéger la tête en cas de choc, en cas de collision. Les blessures les plus graves, c'est au niveau du crâne. C'est pourquoi cette décision de port du casque prouve que nos autorités, nos plus hautes autorités ont à cœur d'assurer la protection et la sécurité des usagers de la route. Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas ne pas lancer un appel en s'associant
entièrement à la démarche de Madame la ministre des Transports pour inviter la jeunesse, qui est la majorité de notre population, à rejoindre cette campagne, à rejoindre ce combat contre les accidents de la circulation. Et la meilleure manière de contribuer à cela, c'est de porter les casques. Quant au ministre en charge des Transports, elle invite la population à l'accompagner pour l'atteinte de ses objectifs afin de sauver des vies humaines. Il a été dit que les utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues sont victimes d'accidents et plus de 80% de ces victimes d'accidents sont victimes de traumatismes crâniens. Et ces traumatismes crâniens, les études ont montré partout que la seule solution pour pouvoir se préserver contre ces traumatismes, c'est le port du casque. C'est un geste qui est simple, mais c'est un geste qui sauve des vies humaines. Donc, comme le dirait l'autre, porter le casque, c'est protéger sa tête, voire la partie fragile et essentielle du corps humain. Dans le cadre de l'initiative conjointe Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, les femmes de l'association Tchessiri de Kati Sanafra ont bénéficié d'un financement, de kits et d'une formation sur les techniques de transformation agroalimentaire. Compte rendu Djemba Moussakounati. C'est une trentaine de femmes qui a bénéficié de la formation sur la transformation agroalimentaire au sein de l'association Tchessiri de Kati Sanafra, une formation financée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE avec l'appui technique de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali APCM. Une trentaine de femmes ont bénéficié de cette formation, mais auprès de chaque femme, il y a au moins une dizaine de personnes qui bénéficient de la transformation de ces produits et c'est le relais. Voilà. Donc chaque famille relaie à ses enfants et vous allez voir le facteur démultiplicateur là, donc ça va donner beaucoup d'emplois. Donc nous encourageons le directeur de l'ANP pour toute sa promptitude. Voilà. Et l'efficacité dans ces actions, on le voit, vous voyez, la visite de terrain, ça encourage les femmes, tout le monde est content. L'objectif, c'est d'abord de préparer ces femmes pour leur indépendance. Et quand tu vois la qualité des projets qu'on nous a présentés ici aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des progrès et on peut dire aujourd'hui que les sociétés ont été atteintes. Les femmes de l'association Tchessiri de Kati Sanafra mettent un accent particulier sur la qualité de leurs produits pour qu'ils soient compétitifs sur le marché international. Cette démarche qualité a été appréciée à sa juste valeur par les visiteurs du jour. Chaque 22 septembre, moi j'envoie le fonio en France, en Genève, à des gens qui préparent le fonio pendant le 22 septembre. Mais ils souhaitent des choses de qualité. Amenez-les à mille et une merveilles. Tous les supermarchés que vous voyez là, amenez vos produits là-bas, ils vont prendre. Le travail d'arche-pied à l'autonomisation économique de la femme, c'est une activité prévue que vous avez orientée, mise en œuvre par l'ANPE dans le cadre du plan de travail annuel 2022 et pour laquelle donc vous constaterez avec nous ici les livrables en termes de produits qui, in fine, vont certainement, je l'espère, rendre ces femmes braves, autonomes. Donc il s'agit de l'autonomisation économique de la femme rurale. La présentation à la délégation des différents produits transformés par les femmes de l'association Tchessiri de Kati Sanafra a été un des temps forts de cette visite de terrain de la direction de l'ANPE. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Bamako s'est refaite une beauté, un embellissement qui touche presque toutes les grandes artères de la capitale. Ekati, peinture, jeux de lumière donnent un éclat particulier à la ville des Trois Caïmans. Aliou Abdoulaye Touré. Plus que quelques heures pour entamer la nouvelle année 2023, les grandes artères de Bamako affichent les couleurs d'un grand événement, celui de la célébration de la fête de fin d'année. Au coucher du soleil, la ville dégage une beauté foudroyante. On a même l'impression qu'on est par exemple sur les Champs-Élysées de Paris, tellement qu'il fait beau. Du monument de la paix en passant par l'école normale supérieure INSUP jusqu'au célèbre monument de l'indépendance, la ville des Trois Caïmans brille de mille feux. C'est une initiative du projet Bamako Ville Lumière. Alors Bamako Ville Lumière, c'est un projet en partenariat avec la mairie du district de Bamako. Donc avec la mairie, nous avons signé une convention pour pouvoir illuminer Bamako pendant les fêtes de fin d'année et même bien d'autres fêtes. Nous décorons principalement le centre-ville
Mais depuis l'année dernière, nous avons rajouté la route de Koulikoro. Depuis 6 ans, Fadima Al-Zahra illumine la ville de Bamako avec la même passion et la même détermination. Cette année, le projet Bamako Ville Lumière a poussé des ailes. Elle s'étend désormais à la ville de Kati et bien d'autres. Nous ne faisons pas que Bamako. La ville de Kati est déjà illuminée. La ville de Ségou, nous sommes dessus. Nous illuminons aussi la ville de Mopti, Sévaré. En attendant les feux d'artifice et le bruit des assiettes pleines de saveurs, bonne fête de fin d'année. Plus de 15 000 éléments des forces de défense et de sécurité sont déployés pour la sécurisation des personnes et de leurs biens pour le réveillon sur toute l'étendue du territoire national. Bemba Sibi nous parle du dispositif important prévu pour cela dans ce reportage. Pour les réveillons, les forces de défense et de sécurité ont prévu un important dispositif pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ce sont plus de 15 000 éléments de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de l'armée qui sont mobilisés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. L'effectif non seulement a gonflé, non seulement à Bamako et dans les régions. Et puisque dans les régions, il y a eu la création des GMS, les groupements mobiles de sécurité, qui étaient uniquement dédiés à la ville de Bamako. Vous allez entendre patrouilles sectorielles. Ça, c'est les unités qui, dans leur territoire de compétence, ils évoluent. Ça, c'est la patrouille sectorielle. Et il y a les patrouilles de grande envergure, les patrouilles mixtes, avec toutes les forces, gendarmerie, police, garde et protection civile. Nous avons eu à élaborer 2 plans. Le plan de sécurisation des axes et le plan de sécurisation globale de la ville, en l'occurrence du district de Bamako, qui se greffe au plan existant qu'on appelait Faba Lakana. Nous ne rentrerons pas dans tous les détails d'exécution, mais nous avons des éléments dynamiques, nous avons des éléments statiques, nous avons la couverture à renseignement et nous avons les QRF qui sont les Quick Reaction Force, donc les forces d'intervention rapides pour faire face aux cas d'urgence. D'un coin à un autre, c'est le terrain qui commande l'action. Nous avons des réalités de Bamako qui divergent de celles des régions. Et en fonction de la situation des terrains, les cadres d'ordre sont modifiés. Le maillage territorial est donc renforcé avec des moyens conséquents. Toutefois, quelles que soient les ressources humaines et matérielles mises en place, sans changement de comportement, l'atteinte des objectifs devient difficile. En tout cas, au niveau de la protection civile, tout est mis en œuvre pour rapprocher le plus possible les services de secours des populations. Ces dispositions sont relatives, n'est-ce pas, à des sites de stationnement. Effectivement, à l'intérieur de Bamako, nous avons déjà une dizaine de sites de stationnement. Ces sites sont opérationnels. En dépit de ça, nous avons également des piquets d'intervention qui sont mis en place dans les différents centres de secours. Nous avons aussi pris des dispositions au niveau de nos unités fluviales pour des besoins d'intervention. Nous avons aussi des engins qui sont au nombre de 60 environ. Les dispositions prises à Bamako, dans la capitale ici, ce sont les mêmes dispositions qui sont répliquées, n'est-ce pas, dans les capitales régionales. Au niveau de la police, de la gendarmerie ou encore à la protection civile, l'efficacité du dispositif mis en place est étroitement liée à la collaboration de la population. Et tout ce qu'on demande, c'est de nous aider. Nous sommes avec eux, c'est de nous aider en nous fournissant des renseignements. Puisque nous traversons une période que tout le monde connaît. Nous conseillons aux usagers d'être très prudents, d'être aussi très alertes, de respecter le code de la route, effectivement, et naturellement de porter surtout les casques. Vous savez que la police de proximité participe aujourd'hui de nos actions. Nous avons dans toutes les circonscriptions des comités de vigilance, de veille et d'alerte qui participent à la couverture du renseignement. Une franche collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité permet de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. La fête du 31 décembre est comme une seconde fête nationale. C'est une fête populaire pour laquelle il y a de l'engouement, mais cette année, l'engouement est faible.
Pas assez d'affluence dans les marchés. Des commerçants pensent comprendre pourquoi. Suivez ce dossier signé Maïmouna Guindo. On est vraiment marché, Cette année, le marché est morose. Il n'y a pas d'achat. Les années précédentes, à pareil moment, tout le monde s'activait. Les prix sont trop élevés et les gens n'ont pas d'argent. C'est toujours le même refrain depuis quelques années. À seulement 24 heures du 31 décembre, les commerçants sont entre le marteau et l'enclume. Les marchés sont rarement conclus. Et pour nombre d'entre eux, cela est dû à la conjoncture économique actuelle. Le marché est trop lent en cette veille de fête. Il y a une très grande différence entre cette année et les années précédentes. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir nos articles. Mais au final, ils n'achètent rien. Pour eux, les prix ne sont pas abordables. Moi, je crois que les gens n'aiment plus fêter comme ils le faisaient avant. Sur le plan beauté, la fête du 31 décembre est une tradition respectée par les dames. Avant, la capitale était bouillonnante du fait des préparatifs. Mais cette année, la ville n'est pas assez mouvementée. Le constat est fait ici, aux Halles de Bamako, à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. Pour le moment, on ne voit personne. On ne sait même pas pourquoi il n'y a pas de clientes. Le fait d'avoir une seule cliente en une journée ne nous arrange pas. Par contre, ce qui nous arrange, c'est d'avoir beaucoup de clientèle. Les années passées, on pouvait dire « Alhamdulillah », on travaillait beaucoup. Cette situation même nous inquiète un peu. Ici, les clientes se font de plus en plus rares. Seulement, quelques-unes comptent bien respecter ce qui est devenu une tradition depuis des décennies. Je suis ici pour me faire une nouvelle beauté pour la fête du 31 décembre. Chaque année, on organise une fête. C'est pour cette occasion que je suis là pour qu'on me fasse des dreadlocks afin que je sois la plus belle. S'agissant de l'aspect vestimentaire, les fêtes de fin d'année au Mali sont en général une aubaine pour les vendeurs de prêt-à-porter. Pour ce vendeur, cette année, la tendance n'est plus aux grosses ventes. Bon, 31 février, comme santo. Si ça met client minoué, à ben mariage client on est. La fête de cette année diffère de celle des années précédentes. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'achats. D'habitude, cette période, c'est la période où il y a beaucoup de mariages. Donc, les rares clientes que l'on a viennent faire des achats pour les mariages. Il y a peu de clientes qui viennent faire des achats pour la fête de 31. Si pour l'an, l'engouement n'y est plus, pour Kali Kamara, l'affluence y est. Il estime que le marché n'est pas morose. Les choses, ça marche bien. Il y a beaucoup de clients qui commencent à venir. Bon, même vous-même, vous voyez ici, à votre arrivée, vous avez des clients qui se manifestent chez nous ici. Donc, c'est nombreux quoi. Si le costume, le prix, ça commence à partir de 150 000 jusqu'à 500 000 francs. Si l'on s'en tient à toutes ces remarques, on peut dire, sans risque de se tromper, que la fête du 31 décembre a un peu perdu de l'engouement qui la caractérise d'habitude. Cérémonie de signature d'un protocole de partenariat. Le Cercle de l'Alliance pour la refondation s'agrandit de 4 poids lourds du paysage politique malien et d'une fêtière des Maliens établie à l'extérieur. Reportage Boubacar Kanouté. Avec la signature de ce protocole d'adhésion, 4 partis politiques et une organisation de la diaspora adhèrent à l'Alliance pour la refondation du Mali, l'AREMA, pour mener main dans la main le combat de la souveraineté, de l'émergence et de la confiance retrouvée de notre pays sur l'échiquier international. Un devoir de mémoire selon les différentes parties engagées. Le scellement de cet accord arrive au moment où les Maliens écrivent un pan de leur histoire plus glorieuse. Qui sont convaincus qu'aujourd'hui, il faut bâtir un Mali nouveau. Aujourd'hui,
Nous avons l'honneur de recevoir grand parti, une très grande organisation des Maliens établis à l'extérieur pour signer un partenariat politique pour que le Mali soit ce que veulent les Maliens et les Maliennes. Un Mali indépendant, un Mali souverain, un Mali qui s'impose dans les rangs des grandes nations. Je ne cesserai de le rappeler que si aujourd'hui nous avons tenu face aux ennemis du Mali, face aux sanctions injustes et injustifiées de la CEDEAO, notre armée a tenu, nos dirigeants ont tenu, c'est parce que tout simplement, il a été à chaque fois qu'il y a des besoins démontré que cette transition, elle est populaire, elle est malienne et elle a toute la légitimité. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui répondent au nom du peuple malien et le peuple malien, dans sa majorité écrasante, les soutient. Les Maliens de la diaspora ne veulent plus rester en marge de la construction du Mali. C'est pourquoi ils jugent nécessaire de faire chemin avec l'AREMA. L'Alliance pour la refondation du Mali a les mêmes visions, les mêmes doctrines et les mêmes positionnements que nous pensons que notre pays doit se trouver aujourd'hui. Nous sommes fiers et nous sommes contents parce que pour nous, en tant que Maliens de l'extérieur, on nous a toujours demandé d'être avec les gens, mais nous sommes toujours laissés à l'écart. On nous félicite, on nous applaudit, mais quand il s'agit de la participation, quand il s'agit du système auquel nous pouvons tous participer pour le bonheur de ce pays-là, nous avons toujours été rejetés. Les adhérents ont reçu chacun des documents pour mieux véhiculer l'idéologie et la vision du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Point Covid. Ce 30 décembre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 443 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport. C'est officiel, Maître Jean-Claude Sidibé est le tout nouveau président de la Fédération malienne de basketball. Il a obtenu 6 voix face à son challenger qui en a eu 3. Maître Jean-Claude Sidibé signe son retour à la tête de l'institution. 4 ans après l'avoir quitté, l'élection s'est déroulée dans le plus grand fair play, nous dit Sidagato Sissé. Avec 6 voix contre 3 à Moustapha Touré, Maître Jean-Claude Sidibé est élu président de la Fédération malienne de basketball pour un mandat de 4 ans. Le nouveau patron du basket malien, ému, se dit prêt à servir et redorer l'image de la discipline écorchée ces derniers temps. Avec beaucoup d'émotion, lorsque la famille du basket fait appel, après avoir occupé les charges et celles de ministre des Sports, ce n'était pas une décision facile à prendre. Je l'ai prise pour l'intérêt du basket, pour l'amour que j'ai pour ce sport et pour les enfants maliens. Parce qu'on est là pour les enfants maliens et il n'y a aucun combat de trop pour les enfants de notre pays. Nous sommes tous des Maliens et c'est à ceux qui peuvent faire quelque chose qu'on demandera de faire quelque chose. Je suis là pour ça, apporter ma modeste contribution avec bien sûr mon équipe pour que le basket malien puisse aller encore plus loin et que l'image ternie du Mali soit rétablie. Maître Jean-Claude Sidibé, 58 ans, sur la base de son programme quadriennal 2023-2027, s'est déjà mis à la tâche. Nous devons former une équipe pour travailler. Il y a beaucoup de commissions de basket dans lesquelles ceux qui n'ont pas gagné peuvent travailler. Parce que nous devons travailler pour le basket et non travailler dans l'adversité. Ça ne nous servira à rien que nous soyons pendant 4 ans des gens qui ne pourront jamais s'occuper des affaires du basket. Les portes sont ouvertes, j'ai tendu la main, les mains sont toujours tendues pour que ces personnes-là viennent travailler au niveau de nos commissions. Le 11e président de la Fédération malienne de basketball, à la tête d'un bureau de 15 membres, dont une femme, se voit confier les clés de la maison. Le Conseil national électif était supervisé par le ministère en charge des sports, le Comité national olympique et sportif du Mali et les autorités administratives. Fin de cette édition. Merci à vous tous, singulièrement à nos téléspectateurs du Brésil, de l'Inde et de la Chine. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à 20h. Bonsoir.